Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h, chaque 4e mardi du mois, pour notre rendez-vous mensuel. Les professions juridiques sont aujourd'hui très recherchées parce que le monde économique devient de plus en plus complexe et qu'il est nécessaire de comprendre, voire même d'anticiper les lois pour pouvoir y opérer. Qu'il s'agisse de constituer ou d'acquérir une société, d'optimiser sa fiscalité, de négocier ses contrats ou de mettre en œuvre des plans sociaux, tous ces thèmes demandent aujourd'hui une très forte technicité. Néanmoins, si ces métiers sont très recherchés en début de carrière, il est courant qu'au bout d'un certain nombre d'années, avocats et juristes s'interrogent sur leur avenir professionnel. J'ai donc décidé de faire appel à un professionnel du droit pour lui demander d'échanger avec nous sur ce sujet. Mon invité aujourd'hui est Christopher Baker. Christopher Baker, bonjour. Bonjour Mireille. Vous venez d'une famille de tradition juridique, puisque votre grand-père a créé le cabinet Baker McKenzie. Vous avez été l'avocat fondateur du cabinet Skadden Arps à Paris et son managing partner pendant plus de 20 ans. Vous avez cofondé une école de droit qui s'appelle HEAD et vous êtes vous-même professeur de droit à Sciences Po. Et avocat encore et toujours. Et avocat encore et toujours, bien sûr, excusez-moi, ce n'est pas une profession, c'est un état, j'ai l'impression. Je vous propose de prendre tout d'abord un peu de temps afin de poser le sujet. Les cabinets d'avocats d'affaires parisiens sont aujourd'hui très prisés par les jeunes diplômés, et ceci pour plusieurs raisons tout à fait valables. Tout d'abord, ils permettent souvent d'acquérir une double formation, juridique et financière. Ensuite, ils sont d'extraordinaires accélérateurs de carrière, dans le sens où ils permettent une exposition à des problématiques multiples. Ils permettent d'atteindre des salaires tout à fait corrects et font travailler les collaborateurs dans une assez grande autonomie. Néanmoins, je m'aperçois dans ma pratique qu'au bout d'un certain nombre d'années, entre 5 et 10 en général, le même type de questions se pose pour une grande partie de collaborateurs. Ils ont envie de travailler peut-être un peu moins et d'avoir plus de contrôle sur leur horaire de travail. Et ils ont envie de peut-être plus d'autonomie encore que celle qui leur a été donnée. Et ils ont envie surtout de faire les choses comme ils l'entendent et d'être reconnus pour leur propre mérite. Sur cette base, on va peut-être commencer l'entretien. Que pensez-vous de la façon, est-ce qu'il est nécessaire et absolument nécessaire de débuter en cabinet pour réussir une carrière juridique ? Il est nécessaire de commencer en étant accompagné. Donc cet accompagnement par un mentor, par un professionnel avec de l'expérience peut se faire tout aussi bien en cabinet qu'en direction juridique. Donc oui, il faut être accompagné, entouré, mais non, pas nécessairement en cabinet. Quel est, au bout d'un certain nombre d'années, les 5 ou 10 ans, cela dépend de la maturité, de la seniorité, du type de deal sur lesquels ont été les collaborateurs, quelles sont les professions ou les questions qu'ils se posent et vers quelles professions, d'après votre expérience, vous les avez vus se diriger ensuite, sortant d'un cabinet tout d'abord ? Oui, je crois qu'il est important de comprendre que beaucoup de jeunes qui se dirigent vers la profession d'avocat sont attirés par le droit, par le rôle de l'avocat, mais aussi par le fait qu'il s'agit d'une profession libérale. Donc une attractivité un peu particulière, une promesse d'indépendance, une promesse d'autonomie. Quand on arrive dans un cabinet, si c'est dans un cabinet que l'on commence, cette autonomie n'est pas absolue, loin de là. On travaille dans des équipes, on travaille sous la supervision d'un associé et on traite les clients du cabinet. Donc quand on a fait ça pendant 5 ou 6 ans, on se pose la question, maintenant, puis-je devenir associé ou dois-je faire autre chose ? Et c'est une vraie question parce que en cabinet, on a vu la vie du cabinet, on a vu comment un associé, certes, est indépendant, mais il est tributaire de ses clients, tributaire de la vie du cabinet, tributaire de l'équilibre du cabinet.
Et il y a soudain une réflexion sur les autres métiers qui peuvent se proposer. Moi, j'ai vu plusieurs phases. J'ai vu la phase de la banque d'affaires. La banque d'affaires est extrêmement attractive, souvent plus rémunératrice sur le plan des salaires. Et donc, des avocats qui ont travaillé en corporate finance ou en fusion-acquisition peuvent apporter à une banque d'affaires un savoir-faire d'exécution qu'ils ne trouvent pas chez eux. Donc ça, c'est une première sortie possible que l'on voit régulièrement quand les marchés sont forts. On a vu la bulle des startups. Beaucoup de jeunes avec 5-10 ans d'expérience sont partis vers une start-up quand il y avait des start-up. Donc c'est vraiment facteur de quelle est l'offre sur le marché. Ils sont partis dans des start-up dans quel type de capacité? C'était des capacités de general counsel ou c'était des capacités de réels entrepreneurs? Souvent un peu à cheval, parce que lorsque quelqu'un a passé, un jeune homme ou une jeune fille a passé 5 ans dans un cabinet d'avocat, il connaît un certain nombre de processus qui sont importants pour la vie d'une entreprise, une jeune entreprise en particulier. Et donc, il est certain qu'un juriste dans une start-up joue le rôle de general counsel. Mais vous êtes bien placé pour savoir que dans une petite entreprise, les gens font tout. Ils sont polyvalents. Et donc, un jeune qui quitte le cabinet d'avocat pour une start-up sera attiré par la polyvalence qu'il attend dans sa start-up. Bien sûr. Là, vous me donnez 2 exemples qui sont, je dirais, aux 2 côtés de la fourchette et qui sont, d'un côté comme de l'autre, des sorties très élitistes et très réussies. Parce que dans un premier cas, la banque d'affaires est quand même excessivement rémunératrice, même dans les périodes basses. Et de l'autre, les startups sont peut-être une promesse de pouvoir, d'autonomie, de rémunération et d'un futur qui est quelque part illimité. Au milieu, j'ai l'impression qu'on a tout un tas de sorties possibles et qui sont souvent difficiles pour quelqu'un qui a 6 ou 7 ans d'expérience professionnelle d'envisager. Alors ils envisagent bien évidemment, naturellement, d'aller dans un cabinet plus petit, avec ou non le problème de la portabilité de la clientèle, et je pense qu'on va y revenir. Ils envisagent aussi quelquefois d'aller dans des cabinets peut-être plus grands, moins élitistes, avec une promesse peut-être quelquefois de travailler un certain nombre d'heures en moins. Et il se retrouve aussi certaines fois dans des professions, bien sûr directeur juridique ou dans des professions juridiques à l'intérieur de grands groupes ou de grandes sociétés du SBF 120. Mais à part ça, j'ai l'impression qu'il y a tout un tas d'autres professions aussi qui sont ouvertes et auxquelles les juristes ne pensent ou les avocats ne pensent pas forcément parce qu'elles ne sont pas liées forcément au métier du droit, mais pour lesquelles leur structure de pensée peut leur ouvrir pas mal de portes. Comment avez-vous vécu ça quand vous étiez managing partner? C'est vrai qu'on a vu des départs je dirais dans toutes les directions. Je crois que la formation de droit, d'abord à l'université et ensuite dans un cabinet d'avocats, forme un certain nombre de qualités qui peuvent servir dans toutes sortes d'environnements. Des journalistes, aujourd'hui je rencontre des journalistes qui m'expliquent qu'ils ont fait droit et qu'ils ont commencé dans le droit. Des chasseurs de tête, dans le métier du droit, ils ont presque tous été avocats avant. J'ai rencontré récemment quelqu'un qui était dans le tourisme. Il y a bien entendu l'administration à différents niveaux. Donc oui, vous avez tout à fait raison, vous avez mentionné les juristes d'entreprise. Vraiment, je crois que ce qui se passe, c'est que à un certain moment, pour des raisons bonnes ou mauvaises, et on y reviendra peut-être, le jeune collaborateur, la collaboratrice, se pose des questions sur la poursuite de sa vie professionnelle dans le cabinet dans lequel il se trouve, oui, elle se trouve. Une fois cette question posée, c'est vrai que le naturel, c'est de regarder d'autres cabinets. Surtout si l'on est satisfait de sa vie de collaborateur libéral et que la seule raison que l'on a pour regarder ailleurs, c'est que le cabinet dans lequel on a commencé vous a expliqué que vous n'aviez pas de futur dans ce cabinet-là. Donc là, vous cherchez à dupliquer et à continuer. Et comme vous le dites, c'est peut-être de descendre, entre guillemets, d'un étage dans le prestige du cabinet, c'est peut-être de descendre d'un étage dans la demande et la pression, ou peut-être de dupliquer purement et simplement l'expérience première. Si par contre cette expérience première ne marche pas pour des raisons liées au cabinet, ne marche pas parce que c'est pas ce qu'on a envie de faire, là, naturellement, on regarde autour.
On regarde autour et on peut regarder dans toutes les directions. Quelle est, pour revenir sur la question de recherche d'un autre cabinet, quelle est la réalité de la portabilité d'une clientèle d'un cabinet à l'autre pour un collaborateur de moins de 10 ans? Je crois que tout le monde, en fait, quand il ou elle est honnête avec soi-même, connaît la réponse. Il y a des clients qui sont des clients du cabinet, et puis il y a des personnes chez des clients avec lesquels on a noué une relation personnelle. Donc si c'est un client du cabinet, la portabilité est nulle. Question d'éthique, de déontologie et de réalité. De réalité. Si en travaillant, alors, soit avec un client du cabinet, soit avec un ami que l'on a introduit au cabinet, on a su développer et construire une relation personnelle avec un prescripteur dans une entreprise, cette relation-là peut être transportée. Mais ça va dépendre de l'atterrissage et ça va dépendre aussi des efforts que va faire le cabinet d'origine pour essayer de limiter cette portabilité. Je vous propose une pause musicale avant de continuer plus avant. Say it's true. They got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all of needed love, saw the details fall away. The shrieking when nothing is killing, just pictures of trap girls and synthesis. And I ain't got no money and I ain't got no hands. But I'm hoping to kick back this light is glowing. Je vous rappelle notre thème d'aujourd'hui, focus sur les professions juridiques. Alors, on a évoqué très rapidement la portabilité d'un cabinet à l'autre quand un collaborateur voulait rester dans un cabinet. Je voudrais vous poser une question, Christopher, qui est, est-ce qu'il est facile de s'adapter au monde de l'entreprise lorsque l'on sort d'un quand même moule du monde des cabinets? Les qualités qu'il me semble pour réussir semblent très différentes d'un monde à l'autre. Quel est votre avis en tant qu'avocat? Moi, je pense la réussite, en fait, ne dépend pas tellement des qualités et de la nature du premier métier et la différence entre la nature du premier métier et du second. C'est la facilité de la transition dépend, à mon avis, principalement alors de l'identité de l'accueillant et de l'identité de la personne qui bouge. Cet accueil va se construire principalement sur des bases humaines. C'est évident que si les bases techniques ne sont pas là, ça ne marchera pas. Mais est-ce que l'avocat qui a passé ses 5 premières années en cabinet est capable de s'adapter à un environnement entrepreneurial? Ma réponse est oui. Il y a des différences, il faut être très sensible aux différences. La différence principale, c'est qu'avant, on était à l'extérieur et maintenant, on est à l'intérieur. Donc, quand on fait quelque chose, il y a des conséquences à long terme. Par exemple. Par exemple, mais surtout, il y a le long terme. Souvent, une des frustrations de l'avocat, c'est qu'il donne son conseil et le client s'en va et l'exécute et ne lui raconte pas la suite. La frustration du client peut être en miroir, que l'avocat ne donne que son conseil et puis s'en va et ne revient pas et ne vit pas et ne subit pas les suites. Le juriste en entreprise a de toute évidence une vision claire et directe sur la suite et les conséquences des conseils qu'il donne, et il voit la vie longue du contrat qu'il a négocié ou du conseil qu'il a donné. Donc le travail est différent, les qualités requises sont différentes, mais un bon avocat à l'écoute et doit avoir les qualités nécessaires pour comprendre cette différence et ajuster. J'ai croisé il y a quelques jours une collaboratrice qui avait passé, je crois, 7-8 ans chez nous.
et qui s'est adapté directement, facilement et avec grand succès à la direction juridique d'une grande entreprise. Je crois qu'une des choses qui, malheureusement, s'apprend et puis s'oublie difficilement, c'est l'engagement au travail. Les avocats qui sont passés dans les cabinets ont souvent appris à travailler très très dur. Bien sûr. C'est justement pour ça qu'il y avait un point que vous n'avez pas évoqué, qui moi me semblait un point important aussi, qui est celui de la gestion des hommes et la gestion de gens qui ne sont peut-être pas habitués à travailler comme on travaille dans des cabinets. Est-ce que ce passage est quelque chose de difficile ou est-ce que ça se fait relativement naturellement ? Je crois que vous savez, vous particulièrement, que la gestion des personnes, c'est quelque chose de très compliqué généralement. Peut-être en particulier en cabinet d'avocat, mais ça je ne le pense pas vraiment. Donc oui, il faut avoir des qualités de gestion d'équipe, que ce soit en cabinet ou en direction juridique. En cabinet et en direction juridique, ces équipes sont souvent mixtes, internes et externes. À savoir, il faut savoir gérer un groupe de travail sur un projet spécifique, groupe qui a parfois été assemblé avec des éléments, des personnes qui viennent de l'entreprise, et puis des conseils, des banquiers, des comptables, les autres. Et donc, ce savoir-faire de gestion d'équipe, tant au niveau des process qu'au niveau de l'écoute humaine, c'est quelque chose qui est essentiel, à mon avis, au succès dans tous les métiers. Donc ça s'apprend à partir d'un certain niveau, en fait. C'est pas une question d'environnement. Cela doit s'apprendre tout au long d'une carrière et on apprend des nouveaux trucs tous les jours. Super. On parle beaucoup et on voit beaucoup de cas de personnes partant de cabinet pour rentrer dans les entreprises. Est-ce que vous avez des exemples ou beaucoup d'exemples de situations inverses, c'est-à-dire de directeurs juridiques ou de juristes qui décident de rentrer dans un cabinet ou de devenir avocat? Et si oui, comment est-ce que ça se passe? Alors, oui, bien sûr, on voit des exemples. Je crois que c'est plus rare que dans l'autre direction. Peut-être c'est le flux naturel, comme vous l'avez suggéré au début de l'émission, c'est 5-10 années en cabinet d'avocat, avec une transition vers l'entreprise ou d'autres horizons. Le retour en cabinet est relativement moins classique. Mais ce qu'a appris un directeur juridique ou un juriste interne en entreprise sur le fonctionnement de l'entreprise, ce qu'il a appris sur la technicité de certains aspects du droit, sont des éléments qui peuvent être extrêmement importants dans le succès d'un cabinet à l'avenir et dans le développement de l'activité professionnelle du dit transfuge direction juridique vers cabinet. Donc oui, c'est quelque chose qui est possible. C'est pas toujours réussi parce que peut-être en particulier la dimension commerciale d'aller à la recherche du client, c'est peut-être quelque chose qui a été moins développé en interne dans une direction juridique que dans une vie d'associé de cabinet d'avocat. Je vois dans ma pratique souvent deux cas de figure qui sont assez classiques pour les cabinets d'avocats, qui sont celui de quelqu'un, homme ou femme, à qui on a demandé un niveau de technicité assez poussé. Alors on a fait des senior counsel, des off counsel, il y a plein de titres selon le type de cabinet pour reconnaître ce niveau de technicité. Et ces gens-là se retrouvent bloqués dans leur carrière à un moment donné parce que comme ils se sont laissés pousser à rester très techniques et que le cabinet a utilisé cette technicité parce qu'elle était réelle, ils n'ont jamais fait le pas d'aller vers du commercial. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se trouve dans ce type de situation et qui sont des situations extrêmement gênantes parce qu'on ne se réveille pas un jour à 45 ans en disant « je vais me mettre à faire du commercial ». Enfin, ça me paraît un petit peu compliqué. Excellente question et surtout qu'elle soulève tout un ensemble de réflexions. La première, c'est bel et bien un grand débat entre faut-il être spécialiste ou généraliste. On est d'accord. Donc, dans tous les métiers, celui-là aussi. Voilà. Bien sûr. Donc moi, ma réponse, c'est qu'il faut savoir creuser très profondément un trou de spécialiste, mais aussi remonter et regarder autour. Donc il faut être les deux. Merci Christopher. Les deux, mon capitaine. En plus de cela, me semble-t-il, il y a la question de l'évolution. Vous avez dit se réveiller un jour. Je crois que ça, c'est un vrai problème, alors, pas seulement dans les métiers d'avocat, partout dans la vie professionnelle. Moi, j'essaye
de suggérer à tous d'avoir à tout moment un plan à 3 ans, hein, une vision à 5 ans de ce que l'on veut faire. Moi aussi. Et ça veut dire que dans ce cas-là, on ne se réveille pas en étant spécialiste. On a décidé de devenir le spécialiste. Et dans ce cas-là, le plan à 3 ans ou 5 ans, soit il a été construit avec une volonté ferme de devenir un spécialiste extrêmement pointu. Et dans ce cas-là, la construction du plan nécessite aussi une partie commerciale, le développement des contacts avec les Bien gens sûr. qui vont acheter cette spécialité. Donc, faux problème en théorie, mais en pratique, réel problème réel, qu'on voit réel tous les problème, jours. et qui est la conséquence naturelle de non-gestion d'une carrière. Mais on trouve ça dans toutes les sociétés et les cabinets d'avocats aussi, parce qu'il est quand même plus confortable de faire ce qu'on nous demande quand on est un employé, même un employé dixit libéral, en étant dans sa zone de confort, plutôt que d'aller se battre pour quelque chose que, a priori, personne ne nous a demandé à un moment donné. Donc c'est toujours le débat très complexe. Les responsabilités sont partagées. partagées. La deuxième chose, le deuxième sujet qui est un grand sujet dans les cabinets d'avocats, qui est les femmes qui travaillent beaucoup en début de carrière, souvent autant voire plus que les hommes, et là je prêche pour ma carrière, pour ma féminité, en fait se retrouvent quand elles ont des enfants ou qu'elles veulent avoir des enfants dans une position qui est souvent très compliquée. Est-ce qu'il y a des best practices qui sont reconnues? Est-ce qu'il y a des aménagements? Est-ce qu'il y a des conseils à leur donner? C'est quelque chose qui est complexe et difficile pour elles et pour le cabinet à gérer. Très souvent. Oui, là encore, je crois il faut être un peu schizophrène. Si je me mets dans la peau d'une femme, merci. Je dois me dire, en ayant échangé avec ma sœur, avec des consoeurs, il ne faut pas trop attendre de la société qu'elle s'adapte à la biologie qui est la nôtre. Donc ça, je crois que c'est inévitable. Alors, ça ne veut pas dire qu'en tant que responsable de cabinet d'avocat ou directeur des ressources humaines, qu'il ne faille pas justement œuvrer à ce que la société, au sens large et au sens entreprise, s'adapte le mieux possible à cette réalité. Donc il y a des cabinets qui le font mieux que d'autres. Ça dépend de la taille, j'imagine aussi, et de la capacité d'absorption de la charge de travail. Ça dépend de la taille, ça dépend des personnalités impliquées surtout, je crois. Parce que c'est difficile quand il y a un vrai workload, que quelqu'un dit écoutez, là je peux vraiment pas et je vais pas pouvoir pendant le mois qui vient. C'est quelque chose qui est très complexe. Je pense pour les deux côtés d'ailleurs. Certainement c'est quelque chose de compliqué, mais c'est quelque chose avec une certaine prévisibilité. On peut voir venir tant en termes d'âge de la personne que de sexe de la personne, que niveau calendrier plus rapproché, quand ça se passe, on a quand même quelques mois pour ajuster les équipes et pour mettre les choses en place. Donc c'est pas comme un départ soudain, c'est simplement c'est une situation à laquelle la société n'a pas jusqu'à présent mis en œuvre tout ce qu'elle pouvait pour mettre en œuvre les ajustements. Et je crois qu'il faut aussi constater que il y a la maternité avec l'accouchement, mais derrière il y a la famille. Et la famille, c'est quelque chose, c'est une mission qui continue et qui occupe père et mère de manière différente selon les couples, et qui nécessite un investissement extrêmement lourd. Donc là aussi, c'est un ajustement qui, jusqu'à présent, dans un schéma classique, avait une répartition des rôles spécialisés. Notre société aujourd'hui demande autre chose. Quelles sont, ma dernière question sur les spécificités d'avocat, quelles sont les spécialités d'avocat qui sont le plus facilement transposables en entreprise ou dans d'autres univers professionnels? Je pense notamment, si je prends le problème en creux, je vois beaucoup d'avocats spécialisés en droit social, à qui on demande, et c'est normal, moi je l'ai fait en tant que directeur financier, de mettre en œuvre des plans sociaux, de mettre en œuvre des tas de plans de sauvegarde de l'emploi. Et en fait, au bout d'un certain nombre d'années, ils ont envie de changer, de faire quelque chose qui soit peut-être plus enlightening, plus drôle, ou ne serait-ce
presque différenciant par rapport à ce type de situation qui est quand même complexe. Et quand ils cherchent à sortir de cette technicité, ce qu'on leur propose en face est très compliqué. Oui. Parce qu'il n'y a pas de quick win, ou il n'y a pas d'évolution facile. Ils disent, je vais devenir médiateur, je vais devenir négociateur, je vais essayer de me mettre, pourquoi pas, à la place du DRH et devenir DRH et d'anticiper ce type de problème. Il y a une véritable volonté sur cette catégorie-là, en tout cas, de recherche de sens, de recherche de valeur et de recherche de ne pas arriver après le problème en sorte de voiture-balai. Et j'ai pas beaucoup vu jusqu'à maintenant de véritables solutions satisfaisantes. D'un côté, on fait des PSE et il y a une demande, donc on a du travail, soit en tant qu'avocat, soit en tant qu'interne dans une entreprise, soit on fait autre chose, et j'ai l'impression que quelque part le marché n'est pas encore prêt à écouter ce type de discours. Oui, non, Mireille, vous avez raison là-dessus, mais ça revient un peu quand même à cette question de se projeter à chaque instant 3 à 5 ans à l'avance. Parce que c'est sûr que si l'on est devenu spécialiste du plan social en tant qu'avocat en droit social, de changer pour devenir quelqu'un d'autre, ça va prendre du temps. Ça ne se fait pas en instantané. Et donc, soit on saute de la barque de son association en droit social, on arrive ailleurs qui n'est pas adapté, et l'on s'adapte dans la difficulté ou dans la joie. Et on reprend au bas de l'échelle, c'est ça? Voilà. Et on réapprend. Soit pendant un certain temps, lorsqu'on est dans sa position d'associé en droit social, on essaye de se construire le réseau, les contacts et une certaine technicité dans un métier complémentaire, le consultant, c'est un choix. C'est vrai que cette transition qui prend par surprise, alors on comprend qu'elle prenne par surprise lorsqu'elle est décidée par quelqu'un d'autre. Comme dans tous les jobs, je suis d'accord avec vous. C'est inévitable. Mais quand c'est quelque chose que l'on peut anticiper, il faut vraiment y travailler. D'accord, donc les gens qui s'occupent du droit social doivent regarder comme tous les autres, et peut-être même encore plus que tous les autres. Absolument. Et moi je dirais que il y a des qualités techniques, mais il y a aussi des skills, comme j'ai la gestion de projet. La gestion de projet en droit social, c'est de la gestion de projet. Tout à fait. Les frontières entre les différentes professions du droit sont probablement en train de s'estomper. Quelles idées donneriez-vous sur l'avenir de ces professions en tant que fondateur d'école, avocat? Boule de cristal. Non, là, plusieurs grandes lignes. Alors, premièrement, on peut craindre le futur et le changement et l'intelligence artificielle qui va faire tout notre travail pour nous, etc. On peut aussi se dire que les choses, jusqu'à présent, elles n'ont pas changé très rapidement et on peut aller encore quelques années sans que ça change de manière dramatique. Encore une fois, une réflexion, une anticipation nous laisse penser qu'un certain nombre de tâches qui sont aujourd'hui accomplies par des juristes seront susceptibles d'être effectués par des ordinateurs ou transmis de cette manière. Une fois qu'on a dit ça, le métier de conseil en droit, une prestation dans le monde juridique, on a plutôt espoir que celle-là va continuer d'aller en s'augmentant avec la complexité du monde et la régulation et le travail que font nos législateurs pour pondre des textes de plus en plus compliqués. Donc moi, je suis serein, mais oui, il faut garder un œil sur les périmètres de sa spécialité. Christopher Baker, je vous remercie pour ce moment d'échange. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. Au revoir.